Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Train for Tomorrow. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas Inesta, coach sportif depuis plus de 15 ans et actuellement aussi membre de la police municipale. Créateur de Train for Tomorrow et du concept Ops 360 pour pouvoir aider les forces de l'ordre à mieux gérer leur équipement au niveau de leur santé et à être du coup plus efficace sur le terrain. On reçoit aujourd'hui Pierre. Pierre qui est kiné, qui est un ami à moi depuis 10 ans à peu près maintenant. On s'est connus à la réserve opérationnelle de l'armée de terre quand on a fait nos classes il y a 10 ans maintenant et on est resté toujours dans le régiment ensemble, on a évolué ensemble. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de l'accueillir parce qu'il a une très grande expertise sur tout ce qui est santé au travail. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement, Pierrot. Bonjour à tous, bonjour Thomas. C'est un plaisir d'être là. Alors comme il a dit Thomas, je suis kinésithérapeute. Je suis aussi formateur en prévention santé en entreprise et en général aussi dans les écoles. Et je suis très content d'être ici pour pouvoir parler du coup de la sciatique. Ouais, avant de commencer, vous pouvez retrouver en description de la vidéo le lien vers mon Instagram si vous voulez suivre le contenu, avoir toutes les petites astuces à mettre en place au quotidien. Et vous avez également le lien vers mon calendrier pour si vous voulez prendre un rendez-vous pour un bilan gratuit d'environ 15 minutes où on verra ensemble vos objectifs, les points de blocage et comment on peut mettre en place un plan d'action pour pouvoir améliorer l'ensemble. Aujourd'hui, la sciatique. Alors, la sciatique, c'est un grand mot. Tout le monde pense avoir de la sciatique dès qu'il y a une douleur au niveau de la fesse qui va venir irradier derrière la cuisse, derrière le genou, parfois même jusqu'au mollet et à la cuisse. En réalité, on va plutôt parler de sciatalgie. Et tu vas nous en dire un peu plus, Pierre, là-dessus. Ouais, effectivement, on utilise beaucoup le mot sciatique. Mais en fait, une sciatique, on verra juste après, c'est quelque chose d'assez particulier et en fin de compte, une vraie sciatique, il y a que, selon les études, il y avait vu entre 5 et 10 des personnes souffrant de lombalgie qui présentent une vraie sciatique. Le reste, on va appeler ça sciatalgie, c'est un mot un peu fourre-tout où, on va mettre toutes les pathologies et tous les tout ce qui ressemble à une sciatique, c'est-à-dire, comme tu décrivais tout à l'heure, une douleur qui irradie, qui vient soit dans la fesse, arrière de cuisse, derrière genou, qui peuvent descendre jusqu'aux pieds et souvent, en fait, on se rend compte dans 90 des cas que quand on a une douleur, bas du dos, fesses, qui peut un peu descendre derrière la cuisse, on a de grandes chances que ça soit même pas une sciatique et que ça vienne d'autre chose. Je peux Ouais. montrer même, Vas-y, je t'en prie, hein, mais montre ce que tu veux. J'allais juste te rajouter que, je sais même plus ce que j'allais dire, du coup, parce que tu m'as coupé. Ouais, souvent, hein, sans forcément aller voir le médecin, les gens pensent qu'ils ont une sciatique parce que c'est des douleurs qui sont ancrées en fait dans notre imaginaire. Que ça y est, j'ai mal à la fesse, en bas du dos, ça irradie derrière la cuisse. Ah, ça y est, sciatique tout de suite. Et parfois, on va voir des professionnels de santé en disant que on a une sciatique. Parfois, l'expertise va suffisamment loin pour faire en sorte de très bien identifier que ça n'en est pas eu, et du coup d'avoir un traitement différent. Et parfois, ils vont pas chercher forcément plus loin et vont s'arrêter sur cette sciatique. Donc, toujours consulter un bon praticien. Voilà. alors la sciatique, on va déjà découvrir un peu, d'où ça vient. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit bien ce que je fais là à l'écran? Ouais, moi je vois tout. Donc alors, s'il y en a juste qui écoutent et qui voient pas, je suis sur un logiciel, d'anatomie et donc là, je mets en surbrillance en bleu le nerf sciatique. Donc c'est lui qui va être pincé, altéré, et pour qu'on puisse donner cette dénomination sciatique, gène sciatique, c'est lui qui est touché. Si on regarde un peu plus en détail, l'origine de ce nerf, de ce gros nerf, démarre à L4, S3. Donc en fait, vous avez des vertèbres ici qui portent des numéros et L4, c'est la quatrième vertèbre lombaire, donc assez bas, vous voyez, au niveau du bassin. Et jusqu'à S3 qui se situe ici. Là, je ne peux pas vous montrer, je peux avoir que le sacrum entier. Mais voilà, S3 qui se situe ici. Ce qu'on va avoir, c'est des branches qui vont partir
du dos, de la colonne. Si on zoome, on peut voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a des branches qui partent entre les 2 vertèbres, juste derrière le disque, qui partent de la moelle épinière pour venir innerver le reste du corps. Donc le nerf sciatique, lui, va descendre le long de la cuisse. Si j'atténue un peu celui-ci, on peut voir, voilà, un peu mieux derrière le nerf sciatique qui descend dans la cuisse. C'est pareil, bien sûr, de l'autre côté et qui vient se séparer ensuite pour aller soit derrière le genou, soit passer sur le côté pour après aller devant la jambe et terminer au niveau des pieds. Donc si on a une altération de ce nerf en amont, on va avoir des douleurs qui peuvent se répercuter en aval, beaucoup plus bas, et avoir jusqu'à des douleurs dans le pied, ça arrive aussi. Mais on a vu que les chiffres nous disent que les personnes, il n'y a que 5 à 10 des personnes qui ont de vrais sciatiques. Vrai sciatique, ce qu'on appelle vrai sciatique, c'est que le disque intervertébral entre chaque vertèbre est bombé, un peu déchiré, il sort et vient comprimer la racine du nerf et entraîne des douleurs en aval. Ou alors, il peut y avoir aussi, de l'arthrose avec des remaniements osseux. C'est un peu comme si, on avait une route, il y avait un trou, on y mettait du béton, mais sauf qu'on ne vient pas tout lisser. Et ben, c'est ce qui peut se passer sur le corps quand il y a de l'arthrose, il y a une petite dégénérescence et le corps va essayer de remodeler tout ça, refabriquer tout ça et réparer tout ça. Et en réparant, il peut créer des irrégularités qui viennent irriter le nerf. Ce qu'on a aussi, c'est que souvent, c'est une inflammation qu'on va avoir, donc une congestion dans la zone, une augmentation de volume à cause du flux sanguin qui arrive pour irriguer et pour réparer, qui va venir comprimer. C'est dans ce cas-ci qu'on va avoir du coup des douleurs qui vont descendre fesses, arrière de cuisse et ce qu'on connaît principalement de la sciatique. Sauf qu'on voit très bien ici qu'il y a beaucoup de structures dans cette hanche, dans cette région fessière, que ce soit ici le grand fessier qui a été enlevé pour la simplicité, ou même ligament sacrotubéral, ici sacroiliaque. On a des muscles, plein de petits muscles un peu partout qui peuvent être aussi douloureux et créer des douleurs dans cette région-ci. Et on a aussi tout ce qui est vasculaire qui peuvent aussi être altérés et créer des douleurs dans cette zone. On a, qu'est-ce que je peux vous dire Ouais. d'autre? Est-ce que tu peux redire rapidement pour ceux qui nous regardent et nous écoutent là, pour que ce soit clair, les causes principales d'une vraie sciatique, avant de démarrer sur le reste, parce que je sais où tu vas revenir, les causes principales de ce qu'on appelle réellement une vraie sciatique. Donc, comme je l'ai dit, il y a des bombants discales qu'on peut appeler aussi hernie discale. Donc, souvent, on va entendre parler les gens et dire j'ai une hernie ou il y a mon hernie qui me crée une sciatique. C'est vrai, c'est avec les hernies discales qu'on peut avoir ces sciatiques-là. Et comme je le disais, avec de l'arthrose aussi, du gonflement, de l'inflammation, ça peut être dû à plusieurs choses. Une usure du disque. Il est possible de prévenir des usures du disque et de le renforcer, d'être plus mobile sur ce disque. Le disque, c'est une éponge. C'est-à-dire que quand on va appuyer dessus, il y a de l'eau qui va sortir et quand on va relâcher, il y a de l'eau qui va re-rentrer. Ce n'est pas à proprement dit que de l'eau, il y a aussi des nutriments qui permettent de nourrir ce disque. Vous comprendrez donc le problème d'une position statique et de la sédentarité sur nos disques intervertébraux. Ce qui va se passer, c'est que si on ne bouge pas, c'est comme si on appuyait sur une éponge mouillée, on enlève l'eau et on attend. Bah, cette éponge, elle va avoir tendance à sécher et à se fragiliser. Donc le mieux pour le corps, c'est venir créer ces effets de pompage en bougeant régulièrement dans la journée. Malheureusement, dans les métiers maintenant, que ça soit au bureau ou dans les métiers statiques de garde ou alors des métiers où on fait beaucoup de trajets en voiture, on se retrouve très souvent statique et en assis, on a cette courbure du bas du dos qui va être arrondie et appuyer un peu plus sur ces disques. Et donc, bah, on peut avoir une bonne chaise ergonomique, on peut avoir tout le matériel qu'on veut. Si on ne bouge pas, le disque ne s'hydrate pas. Ouais, tout à fait. Et comme tu disais, aujourd'hui, on a beaucoup de métiers statiques. Et mine de rien, nous, dans les forces de l'ordre, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a quand même beaucoup de temps. On va passer soit en voiture. En fait, les sièges des véhicules, on sait très bien qu'ils ne sont pas du tout ergonomiques, hein, ils ne sont pas faits pour respecter le corps humain. Ou au bureau pour la rédaction des rapports, etc. Donc, selon les jours,
On peut passer une majorité du temps assis, comme d'autres jours, on peut passer une majorité du temps debout, mais la station debout statique, c'est pas forcément une bonne position non plus en termes de structure vertébrale, surtout si on a tendance à un peu compenser les petites douleurs ou le déséquilibre de l'équipement que l'on porte. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans vraiment beaucoup, beaucoup de métiers. Force de l'ordre, taxi, chauffeur routier, les gens qui travaillent dans les bureaux. Donc, c'est vraiment un énorme panel de pourcentage de la population qui peuvent être sujets à ça. Ouais, c'est un fléau maintenant, hein, dans notre vie occidentale avec le transport en voiture, l'informatisation. On voit quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-ci. Et je pense aux forces de l'ordre qui sont en plus équipées, chargées, et viennent rajouter du coup de la contrainte sur ce disque et l'écraser un peu plus, écraser un peu plus cette éponge qui en fait quelque chose d'un peu plus risqué et augmente les facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, surtout dans cette zone. Ouais, super, très, très intéressant. Bah, du coup, vas-y, je te laisse continuer sur la suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, on a parlé de cette sciatique, mais on a d'autres causes possibles, étant donné qu'on a dit que la sciatique, c'était 10% des personnes qui arrivaient pour consulter pour une sciatique. Une vraie sciatique, c'est que 10%. C'est pas grave, une sciatique. Il y a 50% des patients présentant une sciatique aiguë qui s'améliorent dans les 10 jours. Il y en a 75% qui ça va prendre 4 semaines, donc juste 25% de plus qui vont aller jusqu'à 4 semaines, hein. Et environ, on estime à peu près 15-20% des patients qui peuvent garder ces symptômes même jusqu'à 1 an, voire 2 ans. C'est pourquoi la prise en charge précoce et active est essentielle. Et je vous conseille bien sûr d'aller consulter pour venir voir un peu, diagnostiquer qu'est-ce qui est bon ou pas. Ne vous alertez pas, ne prenez pas peur sur de l'imagerie. L'imagerie, il faut la lier à la clinique. Donc, faire une imagerie et la donner à ChatGPT, ça ne fonctionnera pas. On a remarqué que si on prenait une population générale et qu'on faisait de l'imagerie à toutes ces personnes, on avait autant de chances de retrouver une hernie discale chez une personne qui allait bien que chez une personne qui avait des douleurs au niveau du bas du dos. Donc, une hernie discale n'est pas forcément douloureuse. Ça va être ce qu'en fait le corps, l'inflammation qui va être autour et divers éléments supplémentaires qui vont créer cette douleur. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on a une hernie qu'on va avoir des douleurs. Donc, si vous faites une imagerie et que vous vous retrouvez avec une hernie, ne partez pas directement pessimiste. Ça peut très bien être tout de même d'origine musculaire, avoir d'autres causes et ne pas être une vraie sciatique. Il faut la lier à la clinique. Et là, c'est un professionnel de santé qui verra est-ce que, en fonction de l'étage, bah, ça correspond aux symptômes qu'on a. Est-ce que les symptômes sont des symptômes neuro, périphériques? Est-ce que c'est des symptômes qui ressemblent à un nerf qui est pincé, un nerf qui est endommagé, ou ça ressemble plutôt à du vasculaire ou du musculaire? Ouais, là, tu es en train de dire en fait que la majorité de la population aujourd'hui a une hernie discale, mais Bah, qui n'est pas forcément douloureuse, qui n'est pas forcément symptomatique. mmh, On peut vivre avec sans s'en rendre compte pendant des années, hein. c'est ça ce que j'avais vu en études scientifiques, c'est que on peut grosso modo, c'est vraiment à la louche, prendre son âge et c'est à peu près le pourcentage de chances qu'on ait une hernie discale si on fait une imagerie. Donc, on parle même pas de hernie discale parce une hernie discale, si on rentre dans les termes un peu plus costauds, une hernie, ça commence à être avancé. Mais même juste un bombement discal et sur une imagerie, on voit que notre disque vient un peu pousser à l'arrière. Là, on peut prendre notre âge et c'est à peu près le pourcentage de chances qu'on puisse voir ça à l'imagerie et qu'on puisse commencer à s'inquiéter inutilement sur une imagerie. Donc, faites attention à ça. Ouais, nickel. Donc du coup, après, les autres facteurs qui peuvent être liés à cette sciatalgie. Mmh. Donc là, maintenant, on n'est plus dans la sciatique pure et dure. On va être sur des symptômes qui vont nous faire penser à une sciatique, mais en réalité, ça va pas être le nerf qui va être directement impacté. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Notamment, il y a eu une petite vague de mode là dans le milieu du fitness, du crossfit, etc. pendant plusieurs années, avec tout ce qui a été émergence
de la mobilité, Mmh. de la réathlétisation par la mobilité, etc., qui était le syndrome du périforme. Périforme qui est un muscle à l'intérieur de la fesse, hein. Et on disait que, vu que le muscle il était hyper contracté, il venait mettre de la pression sur le nerf, l'inflammer, et du coup, on avait les mêmes symptômes, mais c'était pas lié forcément au nerf sciatique. Sachant que anatomiquement, on est différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, effectivement, anatomiquement, on est tous un peu différents. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs écoles sur ce piriforme. Il y en a qui sont en train quand même pas mal de réfuter, cette hypothèse de piriforme qui peut être coupable et qui a été pointée, à tort du doigt. On peut voir ici, si je zoome un peu, qu'entre ce piriforme et mon jumeau supérieur, bah, j'ai mon nerf sciatique qui passe entre les 2. Donc on peut imaginer que si mon piriforme est très contracté, très congestionné et prend de la place, il va venir écraser mon nerf et altérer la conduction nerveuse. C'est une hypothèse et c'est ce qui a été répandu il y a quelques années. Il y a une deuxième chose, on a remarqué que chez certaines personnes, ce nerf sciatique pouvait passer à travers le muscle piriforme. Et donc, on supposait que ces personnes étaient plus à risque d'avoir un syndrome du piriforme et des douleurs sur ce nerf sciatique. Une autre école, eux, parle plutôt du fait que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du sport, un muscle vient nécessairement se congestionner, un afflux de sang pour pouvoir avoir assez d'énergie. Et donc, à la moindre activité physique qui utilise notre piriforme, on aurait ce pincement de ce nerf, ce qui se tient aussi. Donc, il y a d'autres hypothèses qui sont venues en route. Il y a le fait qu'on puisse avoir des douleurs aussi musculaires qui miment ces douleurs du sciatique. Nous, on va appeler ça des douleurs projetées, c'est-à-dire qu'une structure douloureuse, défaillante, qui envoie une information, va envoyer une information un peu diffuse et projeter sa douleur encore plus loin que son origine et son insertion. Donc, par exemple, ici sur mon piriforme, je peux avoir un piriforme douloureux et ressentir de la douleur qui vient juste ici et qui vient aussi sur cette partie-là. Donc là, on a des zones qui sont assez diffuses et qui partent du bas de la colonne et qui vient sur l'arrière de la cuisse, ce qui entraîne une confusion. Et bien sûr, quand on a ce genre de douleur, on se dit c'est une sciatique. Ensuite, on a quand même beaucoup incriminé, mais faut voir, hein, toutes les structures qu'on a ici. On peut se dire Ouais, qu'il peut y en avoir d'autres, hein, bien évidemment, hein. Et comment être spécifique? Toi, comment tu gérais, un piriforme, une personne qui allait te dire, «J'ai un piriforme tendu», ou toi qui pouvais te dire, à cette mode-là, «Ah ben, je vais aller voir son piriforme, parce que c'est peut-être ça la cause». Ouais, en fait, déjà, tu as un pourcentage très faible de la population, hein, qui sait ce que c'est un périforme, qui sait le nombre de muscles qu'il y a dans la partie de la fesse. C'est pas pour rien qu'on les appelle les fessiers avec un S. Donc déjà, c'est une structure qui est complexe, hein. Tu as un système nerveux qui passe vraiment, une arborescence nerveuse qui passe un peu partout, avec des muscles qui vont se croiser avec ça. Du coup, tu peux pas prendre en charge, même par l'automassage, même par le massage, un seul faisceau musculaire, un seul muscle de la fesse. Tu vas forcément prendre en charge la globalité, parce que de toute façon, on le sait aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été menées, et puis tout la science autour du corps humain, que c'est pas parce que tu as mal à un endroit que ça vient forcément de cet endroit. Avec, comme tu disais, les douleurs projetées et en fait tout le système musculo-squelettique, tu peux très bien avoir mal à la hanche, mais en fait, c'est pas ta hanche qui est mise en cause. Donc, c'est pas parce que tu as mal au nerf sciatique ou que tu crois avoir mal au nerf sciatique que c'est ton nerf sciatique. Donc, on va avoir une prise en charge globale de la mise en mouvement, de la mobilité et de la relâche des tensions musculaires tout autour de la hanche, de la fesse et aussi du psoas-iliaque, qui est le muscle qui va te permettre de lever la cuisse, de mettre ta jambe à l'horizontale. Voilà, Ouais, petit on a peu ici. devant. OK. Tu auras une prise en charge globale de manière à détendre toutes les structures. Et ensuite, on voit ce que ça donne, hein. De toute façon, c'est toujours
prendre en charge quelqu'un, c'est toujours à tâtons. C'est-à-dire que, OK, on pense que c'est ça principalement. On va s'orienter vers tel traitement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Comment ça évolue? Est-ce que ça évolue dans le bon sens ou pas? Est-ce qu'il faut rééquilibrer? Est-ce qu'il faut qu'on parte vers une autre solution? Parce qu'en fait, on se rend compte que ça marche pas forcément. Du coup, ça peut venir d'ailleurs. Donc, c'est pas du 100%. Hein. Effectivement, c'est l'essai-erreur hein, souvent. Ouais, c'est pas du 100%. Il faut toujours garder l'esprit ouvert. Donc, mais majoritairement, ça va être ça. Hein. Ça va être de la prise en charge par du relâchement musculaire parce que les gens restent souvent, comme tout le monde en vrai, hein, assis une grande partie de la journée. Mm. Ça fait un peu de sport. Ça s'étire jamais. Et en fin de compte, on vient créer des raideurs, des tensions sur des chaînes musculaires. Parce qu'un muscle ne fonctionne jamais tout seul, comme tu sais. C'est toujours une question de chaîne musculaire. Donc, on vient créer des tensions, des raideurs. Et en fait, il faut tout détendre pour redonner de l'élasticité au muscle et de la place au système nerveux qui passe au travers. Ouais, donc on voit très bien que une approche sur le piriforme, finalement, elle engage un nombre de structures énorme. Et si c'est une autre structure qui a été touchée, en venant traiter ce piriforme, on vient traiter cette structure. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il y a eu cette mode, quand on a pointé ce piriforme, on s'est dit, on va aller le traiter, on va aller le masser, on va aller faire de la mobilité, on va aller faire des étirements, de souplesse, on va le renforcer. Finalement, on renforce tout ce qu'il y a autour, on règle tout ce qu'il y a autour, et on avait de bons résultats. On a eu de bons résultats, et donc on s'est dit, c'est ça, moi, quand je traite le piriforme, moi, j'ai eu des patients aussi où je venais essayer de venir vraiment juste sur cette zone-là, et je sentais vraiment cette corde bien tendue, et oui, avec un piriforme bien tendu, donc il peut être bien tendu. Est-ce que c'est lui la cause? Peut-être pas, mais j'y allais et je vais encore sur ce piriforme venir le travailler et travailler aussi le reste de la hanche, comme tu me disais. Hein. Ouais, et après, quand tu as un faisceau ou un muscle qui est plus tendu que les autres, on le sait aussi, hein, si lui, il est trop tendu par rapport au reste de la structure, c'est peut-être que le reste de la structure a besoin aussi d'avoir un traitement. Des fois, on peut avoir justement, notamment sur des muscles fessiers, qu'on utilise moins par rapport à avant parce qu'on a une station assise une grande majorité de la journée. Un phénomène qui va être, entre guillemets, d'endormissement. Mm. Ça veut dire que volontairement, on va pas être capable d'avoir une contraction musculaire efficace. Et du coup, tu as plein de petits muscles qui vont venir pallier à ce manque d'efficacité. Et ça va engendrer des tensions supplémentaires sur ces muscles-là qui ne devraient pas y être. Parce que les autres, en fait, ne font pas totalement leur job. Donc, il y a tout un travail aussi de prise de conscience musculaire au niveau des gens. Moi, j'appelle ça la relation cerveau-muscle. C'est-à-dire que quand je demandais à Fred de faire des répétitions sur un hip thrust, par exemple, je demandais OK, fais en sorte que tu contractes volontairement tel muscle, ressens tel muscle, et tu ne le ressens pas. On va passer sur un autre exercice qui va peut-être le solliciter à un angle différent parce que chacun a des insertions différentes au niveau musculaire. Donc, selon l'angle que tu vas prendre sur un exercice, tu vas être plus ou moins sensible à la contraction. Pour que les gens reprennent conscience en fait de cette contraction et de ce muscle-là, pour progressivement rééquilibrer les charges de tension. On parle de coordination intramusculaire quand c'est sur un muscle et intermusculaire quand c'est un mouvement complexe qui utilise un ensemble de muscles pour réaliser un mouvement. Ouais, complètement. C'est ça, cette connexion cerveau-muscle, c'est une coordination qui s'apprend et qui s'entraîne. Ouais, totalement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. Il ne faut pas hésiter à aller consulter déjà son médecin en premier lieu pour voir si c'est réellement une sciatique ou pas. Ne pas hésiter à faire, même si on le sait, hein, c'est chiant pour tout le monde d'aller faire de l'imagerie. Moi, le premier, tu me dis, va faire une radio. C'est méga compliqué. Donc, en général, j'y vais au dernier moment. Mais il ne faut pas le faire. Ne prenez pas exemple. Ça, et après, s'orienter sur de la kinésithérapie et après la reprise du sport. D'ailleurs, toi, comment tu vois cette reprise sportive ou ce relais ou ce travail conjoint entre la kiné et le sport, voire le coach? Alors moi, ça peut être complètement complémentaire dans la majorité des cas, même une personne qui arrive par contre très algique, donc très douloureuse. Souvent, les gens vont vouloir s'arrêter totalement, ne plus bouger, mais comme on a vu, voilà, il y a des structures qui ont besoin de bouger pour être irriguées, pour avoir assez de sang, pour pouvoir se relâcher. Et même
On le voit, on parle d'échauffement, de chauffer un muscle, donc par le massage, par le mouvement, et l'immobilité le refroidit et finalement ne va pas réellement l'aider dans sa guérison. Donc, un repos doit être partiel, peut être de 1, 2 jours, voire 3 si vraiment c'est douloureux. Prise de médicaments si c'est utile et si c'est douloureux, pour le but de avoir une meilleure récupération, pour avoir un meilleur sommeil, par exemple, parce que la douleur est trop intense. Puis ensuite, pouvoir se remettre en mouvement. Mais dès que le mouvement est possible, dès que le renforcement commence à être possible en kinésithérapie, bah, directement, on peut foncer avec un coach sportif renseigné, un coach sportif qui n'hésite pas aussi à discuter avec le kiné, le médecin. Moi, volontiers, je discute et je partage des informations sur l'accord du patient pour au mieux l'accompagner et faire un travail main dans la main conjointement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis tout le temps, le mouvement est médicament. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, le corps humain, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais Ah ben, je peux que être d'accord, hein. Le mot kinésithérapie, c'est kiné, c'est le mouvement et thérapie, voilà. donc c'est soigner, donc soigner par le mouvement, bien évidemment. En fait, il faut penser que le corps humain, il est méga feignant. Et en gros, tout ce qu'il sait faire, si tu lui fais plus faire, il l'oublie volontairement. Parce que comme ça lui coûte de l'énergie de maintenir ses acquis, et ben en fait, s'il n'en a pas l'utilité, il l'enlève, ça lui coûte moins d'énergie. Donc, si tu bouges pas, et ben, tu vas perdre de la mobilité, tu vas perdre de la force, tu vas perdre de la souplesse, parce que ça lui coûte de l'énergie de maintenir cette mobilité, force, souplesse. Alors que, bah, comme tu l'utilises pas, il s'en fout. Du coup, il l'enlève. Mm. Et après, c'est le chat qui se mord la queue, parce que moins tu es mobile, bah, plus tu vas avoir de tension, moins tu es musclé, bah, plus tu vas avoir de problèmes de déséquilibre musculaire, enfin, musculo-squelettique, etc. Donc, ouais, il faut bouger, sauf contre-indication, évidemment. Mais, euh, mais je sais que moi-même, hein, même sur des petites déchirures ou des tendinopathies, etc., euh, il faut rester immobile quelques jours pour le laisser le temps à l'inflammation de faire son taf et de se résorber un peu. Mais après, il faut bouger, hein, pour remettre en marche la machine. Et en réalité, il y a des processus qui vont se passer dans le corps qui va faire que on va récupérer beaucoup plus vite que si on restait immobile. Exactement. Plus on agit tôt, plus on a de chances de récupérer assez rapidement. Et en fait, on va même plus loin que ça, hein, en kinésithérapie. Moi, je me contente pas de venir juste réduire la douleur de mon patient parce que pour ça, bah, il existe des médicaments où on peut se shooter et plus rien ressentir. On peut très bien mettre du chaud, on peut très bien mettre un peu de courant électrique pour stimuler les nerfs d'une autre façon et qu'ils oublient d'envoyer l'information de douleur. Donc ça aussi, ça peut être très utilisé. Mais derrière, bah, c'est juste camoufler un problème. Ça peut être utile, comme on disait, les premiers jours, hein, pour permettre à la personne de bouger. Mais rapidement, si on veut pas que ça revienne, il est intéressant de suivre un protocole de rééducation. Donc, le mot est parlant, hein, rééduquer, donc réapprendre à. Et ce corps, il a tendance à progresser dans les amplitudes dans lesquelles on le fait travailler. Donc, si on ne vient pas chercher des amplitudes et si on ne se renforce pas dans certaines amplitudes, comme tu le disais, il oublie, il sait plus faire. Il y a un bon exemple sur ça, c'est l'accroupissement. Je vois un nombre de patients énorme ne sachant pas tenir en position accroupie. Ouais, ouais, tu le retrouves dans le fitness, hein. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu prends, bah, c'est l'exemple du squat, hein, en fait. L'exemple du squat, euh, l'être humain est naturellement fait pour faire un squat. Ok. Quand tu prends un enfant de 2 ans, Mhm. il fait tomber son jouet par terre, comment il va le ramasser? Squat parfait. Il va pas faire comme nous, courber le dos avec les jambes à moitié tendues. Lui, naturellement, il va faire un squat parfait. Et en fait, le fait que, à partir d'un certain âge, 2, 3, 4 ans selon les enfants, eh ben, en fait, on va nous coller les fesses sur une chaise d'école et on va passer la majorité du temps assis dans une position qui est en demi-amplitude, en fait, grosso modo. Et ben, en fait, on va perdre cette amplitude entière. Ça va du coup réduire le bassin, réduire les genoux, les chevilles. Et après, on se retrouve avec des ados, jeunes adultes,
qui ont perdu totalement cette mobilité, avec tous les troubles derrière que ça peut engendrer sur la mobilité, sur la force, sur l'agilité, et sur la prévention des risques de blessures liés à certains sports ou certaines activités, que ce soit sportives ou professionnelles. Ouais, exactement. On le voit, hein, dans d'autres pays, dans des pays asiatiques, ils ont une culture où ils peuvent se retrouver à attendre le bus en position accroupie. Et en fait, c'est pas qu'ils ont développé la position accroupie, c'est juste qu'ils ne l'ont pas perdue. Ouais, c'est Et ça, c'est ils l'ont ça gardé en fait. et c'est ça où tu parlais de le muscle, le corps va oublier dès qu'on n'y va plus. Bah, là, on a un exemple parfait. On met un enfant sur une chaise, on passe à l'école, on passe tout notre temps sur une chaise, notre hanche, elle va pas plus haut que 90, 100 degrés. Et donc, bah, on perd cette position de flexion énorme de hanche qu'on pourra avoir. Et c'est une belle position, hein, la position accroupie. On a toute la chaîne postérieure qui est étirée, les fessiers qui sont étirés, on a une triple flexion. C'est vraiment top. Et bah, dans des squats, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher, à essayer de descendre un petit peu en faisant attention toujours. Bah, en étant coaché, on va voir, hein, ce qui bloque les raideurs qui vont faire que on n'arrive pas à descendre. Ça peut venir des chevilles, très fréquent d'ailleurs. Ça peut venir Ouais, au je dis, niveau du pardon, il y a bassin, au niveau des énormément de gens hanches. qui ont, énormément de gens qui ont une flexion de cheville qui n'est pas suffisante Mm. pour pouvoir permettre d'équilibrer le centre de gravité. Ouais, Donc, c'est ça. Donc, non, très intéressant. Là, ce sujet, il montre à peu près, bah, moi, ce que j'essaie de transmettre en prévention. C'est aller dans des zones, faites du mouvement dans des zones que vous avez moins l'habitude de faire, aller sur des grandes amplitudes de mouvement, parce que toutes les amplitudes que vous n'allez pas travailler, vous allez avoir tendance à les perdre ou être inconfort dedans, avoir moins de contrôle dedans, et donc sujet à blessure. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on vient faire un déménagement, quand on vient prendre quelque chose dans sa voiture et qu'on vient se pencher en avant pour récupérer et tirer, on a cette courbure du dos, on vient tirer sur les muscles du dos dans une position de flexion et dans une position de courbure. Et si notre dos n'est pas habitué à contracter ses muscles dans cette position, on va avoir tendance à se choper des douleurs, à dire qu'on a mal, ou le lendemain avoir de très grosses courbatures et dire qu'on s'est bloqué le dos, alors qu'en fait le dos est composé d'énormément de muscles. Là, sur mon schéma, on ne le voit pas, j'ai un peu tout découpé pour pouvoir voir les nerfs correctement, mais il y a une quantité de muscles, il y a une quantité de feuillets musculaires énormes. N'ayez pas peur. Si vous avez mal au dos, des fois, c'est juste parce que vous n'avez pas l'habitude de le travailler et de le travailler correctement. Et un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire vous a créé des courbatures et juste, bah, un appel à ah, j'ai pas l'habitude, j'ai quelques dommages, j'ai quelques douleurs. Mais si vous vous habituez un peu plus à aller dessus et que vous faites accompagner par un coach sportif, un kinésithérapeute, un APA ou autre formé dans ce domaine, vous allez voir que vous êtes capable de soulever de bonnes charges en toute sécurité et dans plein de mouvements différents. ouais, mais je pense qu'il y a une psychose un peu du dos Mm. qui a été générée par plein de facteurs, notamment le monde du fitness et aussi le monde de la télévision. Parce que pendant des décennies, on t'a dit, bah, quand tu prends une charge, il faut que tu aies le dos plat. Quand tu soulèves une barre, il faut que tu aies le dos plat. Quand non, tu fais pas d'anti-rotation, sinon tu risques de te blesser. Ah, t'as mal au dos, bah, surtout t'arrêtes, tu fais rien, t'attends que ça passe. Et en fait, en réalité, on a créé des faiblesses à ce niveau-là. Parce que si tu regardes bien, bah déjà, comme tu disais tout à l'heure, hein, tes vertèbres, tes disques intervertébraux fonctionnent sur de l'imbibition. Donc en fait, ils sont faits pour bouger. Mm. Donc déjà, le fait de garder le dos droit, tu les fais pas bouger. Donc en fait, tu n'améliores pas leur santé. Au contraire, tu peux réduire leur santé, leur durabilité. Ta colonne vertébrale, elle est faite pour bouger, que ce soit en flexion, en extension, en rotation. Et quand tu regardes dans la vie de tous les jours, tous les mouvements que tu fais, eh ben, tu les fais pas avec le dos droit. Et quand ne serait-ce que te lever le matin de ton lit, bah, tu vas faire un crunch, tu vas faire une Mm. flexion, tu vas pas te lever comme une femme, comme on conseille aux femmes enceintes, en roulant sur le côté pour garder le dos plat, etc., et équilibrer les charges. Tu vas faire un crunch tout simplement. Quand tu vas sortir de la voiture, tu vas avoir une rotation. Quand tu vas prendre un objet au sol, tu vas avoir une flexion, voire une flexion plus une rotation. Et en fait, aujourd'hui, on ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas. Et quand tu rajoutes à ça, nous, dans le milieu force de l'ordre, un gilet supplémentaire, donc une charge additionnelle, même si en soi, c'est pas énorme, hein, on va être aux alentours des 10 kilos, hein, de charge sur un gilet.
On est loin du milieu militaire où là, on va avoir plusieurs dizaines de kilos avec le sac à dos, etc. Qui va décupler largement les forces. Et ben en fait, les gens se font mal rapidement parce que ils n'ont pas l'habitude de générer de la force dans cette amplitude de mouvement et dans cet axe de mouvement. Alors qu'en réalité, c'est la quasi-totalité des mouvements qui vont être faits comme ça dans une vie de tous les jours. Mmh. Ah carrément. Il y a pas de faux mouvements, on parle beaucoup de faux mouvements, mais en fait, j'ai appris, récemment que ça existait qu'en français, le mot faux mouvement. En fait, il faudrait l'appeler mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais du coup, Ah mais c'est trop long. on si on prend cette habitude oui, voilà, d'une, c'est trop long et en plus, c'est bien le faux mouvement, c'est un peu, bah, j'ai trouvé la cause, mais sans pouvoir y mettre, un doigt dessus et faire quelque chose. Un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, bah, on peut agir dessus. On peut se dire: «Bah, si je prends l'habitude de le faire intelligemment, progressivement, bah, en fait, il n'existe plus». Mais pour ça, faut fournir un effort et comme tu me disais, le corps, il aime bien, fournir le moins d'efforts possible et se retrouver dans une économie d'énergie, énorme. Donc dès qu'on peut éviter, de faire, de la prévention et du renfort, le plus souvent on préfère, mais à risque et péril, quoi. Ouais, complètement. Après, il faut pas psychoter hein, sur les douleurs. Parce que comme je disais, comme je dis tout le temps à mes coachés, hier, tu as travaillé ton dos? Ouais. Tu as mal au dos aujourd'hui? Ouais, bah, c'est normal, en fait, arrête de psychoter parce que tu as mal au dos. Ton dos, il est parcouru de plein de muscles. Et comme Mmh. tous les muscles, quand tu les travailles, bah, tu risques d'avoir des courbatures. Tu risques d'avoir des petites raideurs les jours qui suivent. C'est de la pure logique, en fait. Donc, faut arrêter de psychoter avec ça s'il n'y a pas de pathologie particulière ou si pendant l'effort, il n'y a pas eu de sensations inhabituelles. Il n'y a pas de raison, en fait, de flipper, d'avoir un peu mal aux muscles du dos, notamment aux muscles autour des lombaires. Mmh. Ouais, effectivement, ouais, ouais, il y a vraiment énormément de muscles. Ouais, alors si on revient un peu à la sciatalgie, du Oui. coup, euh, si on fait un petit résumé, donc une vraie sciatique, en réalité, bah, il n'y en a que 5 à 10 de la population qui vont présenter, enfin des patients qui vont présenter réellement une vraie sciatique, ce qui est plutôt Mmh. lié en fait à tout ce qui est hernie discale ou des problèmes au niveau squelettique, au niveau de la colonne vertébrale, majoritairement. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, c'est ça, hein. Et ensuite, tout le reste, ça va être majoritairement de la sciatalgie. Donc, en fait, des symptômes qui vont reproduire ceux de la sciatique, mais avec une cause qui ne va pas être le nerf en lui-même, mais qui va être plutôt les muscles autour qui vont venir créer des pressions, des tensions, euh, des douleurs projetées et qui vont nous faire penser que c'est une sciatique alors qu'en réalité, c'en est pas, enfin, le nerf, lui, n'est pas altéré, Mmh. il est pas en cause. Ouais, ça peut être même multifactoriel, hein. Il y a des patients qui peuvent, se retrouver avec, d'abord, des douleurs musculaires qui viennent derrière la cuisse, puis, ils ont peur, ils bougent plus, ils bougent de moins en moins, ils ont une dégradation, bah, de leur corps, de leurs muscles, de leur sommeil, de leur récupération et petit à petit, bah, en fait, ils peuvent développer aussi, une sciatique, hein. On peut très bien tous les scénarios existent et souvent, on essaye de trouver un coupable alors qu'il peut y en avoir, une grande quantité et plusieurs, hein. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu disais que, enfin, on disait du coup que le mouvement est médicament. Mmh. Du coup, qu'est-ce que toi tu préconises en termes de prévention ou même de soulagement au quotidien à faire pour ça? Alors ça va dépendre. Ça va dépendre du rythme de vie déjà. Si on est beaucoup assis, en bureau ou, autre, en fait, ce qui est préconisé, c'est toutes les 45 minutes, même 30 à 45 minutes, se lever pendant 5 minutes, venir faire des exercices de flexion, extension, de donc venir en squat ou bouger, quelques petites rotations lentes, venir faire, un panel d'exercices, même au niveau des épaules, au niveau trapèze, au niveau cervical, venir, rouvrir cette cage thoracique qui a tendance à être amenée vers l'avant et qui tire toute cette partie, colonne vertébrale et tous nos muscles qui peuvent même démarrer, de la base du crâne, aller jusqu'au bas du dos, hein. Donc on peut avoir des maux, de dos, qui viennent aussi, de plus haut. Donc bouger, le plus souvent possible, changer de position un maximum.
Malheureusement, la sédentarité est un très gros fléau, que ce soit même vasculaire, musculaire, articulaire, sur tout notre corps. Et 1 heure de sport par soir, si déjà on arrive à faire 1 heure de sport par soir, ce qui est énorme et ce qui ne correspond pas du tout à la population, hein, ça ne compense pas du tout 7 heures dans la journée de sédentarité. Pour le compenser au mieux, il faudrait bouger régulièrement, ce qui n'est pas évident à faire, mais qui est une habitude qui est possible de prendre. Et en plus, vous augmentez votre productivité au travail. On a vu que bouger améliore l'oxygénation des tissus, mais aussi du cerveau, et on a une meilleure concentration si toutes les 30 minutes, on se lève pour faire 5 minutes d'activité physique. Mais bateau, hein, je monte les genoux, je fais des talons-fesses, je fais des flexions, je vais un peu bouger, faire des respirations, marcher un petit peu, écouter un peu de musique, je reviens sur mon poste de travail et je suis plus productif. Ouais, 30 à 45 minutes, on est d'accord que pour la majorité des gens, c'est très compliqué Mm. d'avoir ce genre de pause. Moi, ce que je conseille en général, surtout dans le milieu des forces de l'ordre, c'est en fait à chaque pause. Donc, dès que tu as une pause, tu enlèves ton gilet et tu fais un peu de mobilisation, un peu de flexion, extension, étirement, des zones de tension, un peu généralisées hein, sur tout le corps, parce que c'est là où, comme on disait, il n'y a pas qu'un seul muscle, c'est toujours une question de chaîne musculaire. Donc étirer un seul muscle, pour moi, c'est pas vraiment cohérent. Pour moi, il vaut mieux étirer toute une chaîne musculaire pour avoir un plus de bénéfices. Donc à chaque pause, où là, je vais pouvoir enlever mon gilet, enlever le gilet, pourquoi pas enlever le ceinturon, 5 minutes, et même voilà, 3, 4, 5 minutes max de mobilisation, c'est déjà tip top. Le faire en fin de service aussi, même si on a tous la flemme, parce que la journée a été fatigante, parce qu'on a envie de rentrer chez soi ou autre. Mais en vrai, voilà, qu'à 3, 4 minutes, ça prend vraiment que dalle. Et le faire tous les jours, 2, 3 fois par jour, moi, je pense que c'est déjà un game changer sur le Ouais, bien-être au quotidien, en fait. et Et après, on a toute la prévention en amont aussi. En fait, un muscle qui est tendu. Qu'est-ce qu'un muscle tendu? On parle souvent de je suis tendu ici. Souvent, dans la majeure partie des cas, un muscle tendu est un muscle qui est fatigué, un muscle qui a été sollicité beaucoup plus que ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il a été habitué à faire. Et donc, la meilleure prévention pour ça, c'est venir faire de l'exercice physique dans une grande amplitude. Pourquoi? Pour le renforcer en allongement, le renforcer en raccourcissement, venir faire des étirements, de la mobilité. Et là, on aura un muscle qui est capable de tenir toute la journée. Autre chose, la récupération, si on a un mauvais sommeil, il est évident que si quand on enchaîne les jours de garde, mauvais sommeil, je pense aux forces de l'ordre qui travaillent aussi la nuit, où on peut avoir un sommeil un peu. Tu es bien placé perturbé, qui n'est pas pour forcément parler. réparateur, parce que de toute façon, quand tu travailles de nuit, ton horloge interne, elle fonctionne comme quelqu'un qui travaille de journée, sauf que toi, tu es réveillé au moment où tu devrais dormir. Et du coup, ça perturbe énormément tout le système endocrinien et ton système nerveux, etc. etc. Donc, Ça, donc la récupération est déjà très difficile. Donc, si en plus on a un corps qui n'a pas l'habitude de faire de grands mouvements et qu'on n'en prend pas soin, là, on dégringole. Et pour pouvoir tenir jusqu'à la retraite, surtout quand on voit que l'âge de la retraite recule un peu, ça commence à être difficile. Et votre corps, c'est votre véhicule, c'est lui que vous allez garder toute votre vie. Donc, prenez-en soin. ouais, il y a un dicton qui dit ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Mm. Donc, prends-en soin. Est-ce que tu veux rajouter un truc là sur ce sujet-là? Non, on peut faire une parallèle même avec les forces de l'ordre, hein. Si tu veux, on peut parler même des facteurs de risque qu'on voit chez les forces de l'ordre. On a un peu parlé. Ouais, les facteurs de risque, pour moi, c'est en dehors du fait que tu sois quand même relativement souvent assis ou en position statique debout. Il y a le fait de l'équipement. Le fait de l'équipement qui va rajouter une charge additionnelle qui va en plus être mal équilibrée. Même si tu veux équilibrer correctement ton gilet, ton ceinturon, tout le monde le sait que c'est impossible de le faire à 100%. Donc, il y aura forcément un déséquilibre des charges qui va créer des compensations et qui va en fait augmenter ton facteur de risque d'avoir des pathologies qui se créent ou ne serait-ce que des tensions musculaires ou tendineuses
et qui impacte tout le corps, hein. Ça peut partir de la nuque, descendre au bassin, au genou, au pied, même si on n'y pense pas beaucoup, le genou et le pied. Mais ça peut impacter vraiment tout l'ensemble musculo-squelettique. Ouais, effectivement, j'ai regardé un peu, fait quelques petites recherches sur le sujet. Les articles que je trouve la plupart du temps, c'est les États-Unis, hein. Je vois pas, Ouais. pas énormément d'articles sur les forces de l'ordre en France niveau santé. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'assez intéressant. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que ils avaient comparé les agents qui portaient le holster à la ceinture et qui souffraient plus de lombalgie que ceux qui portaient à la cuisse. Donc déjà, on peut voir qu'avec l'aménagement de l'équipement intelligemment, on peut réduire nos facteurs de risque sur l'équipement. Et la fréquence des symptômes musculo-squelettiques varie chez les policiers. Ils avaient à peu près entre 40 et 50%, c'était le bas du dos, 30 et 40% pour les genoux, et à peu près 30%, voire monter aussi à 40% pour le cou. Euh, Pourquoi, quand on additionne ces pourcentages, ça n'est pas 100%? Bah, parce qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. On peut très bien avoir le cou, le dos et le genou, vraiment une triplette. Et donc, c'est des zones à prendre soin et à venir bouger, renforcer pour pouvoir réussir à tenir cet équipement. Donc là, c'est surcharge de l'équipement. On peut essayer d'aménager et de disposer son équipement autrement. Les postures statiques prolongées, un autre facteur de risque qu'on a parlé déjà, qui du coup sont dues à les patrouilles en voiture, pendant de longues heures, des stations debout, immobiles, lors d'interventions. Euh, c'est ça aussi qui va entraîner de fortes douleurs et un manque d'irrigation dans ce corps, un manque de fluidité et de répartition des contraintes, hein. Quand on est debout, c'est les mêmes muscles qui viennent se contracter, les mêmes muscles qui sont relâchés. Si on ne bouge pas, bah, on garde ce tonus longtemps sur des zones et ça va être pareil en position assise, à vouloir des fois trop se redresser et attendre à être redressé comme ceci. Bah, en fait, c'est les mêmes muscles qui viennent se contracter, donc il est intéressant de se lever, de bouger, de venir relâcher les muscles qui sont contractés pendant de longues heures et venir contracter les muscles qui sont relâchés, eux, pendant de longues heures. Et troisième facteur principal, c'est les facteurs psychosociaux et stress. On sait très bien aussi que dans les forces de l'ordre et même dans d'autres métiers, hein, le stress professionnel, l'exposition à des situations difficiles peuvent augmenter cette perception de la douleur. Donc on ne dit pas que les douleurs sont dans la tête, mais plutôt que cette charge mentale et ce stress sont des facteurs de risque de sciatique parce qu'ils jouent sur la récupération, parce qu'ils jouent sur la fatigue du corps en général et qui peuvent entraîner du coup de douleurs, même des douleurs projetées, des sciatalgies en général, hein. Donc on a vraiment cette triade de charge de l'équipement, position statique, ça bouge pas très bien, on n'irrigue pas très bien, nos disques intervertébraux bougent mal, nos muscles, c'est toujours les mêmes contractés, les mêmes relâchés, et ces facteurs psychosociaux et stress qui rajoutent en plus de la fatigue, qui réduit même des fois le temps de sommeil et peuvent emmener à une mauvaise récupération. Et dès qu'on a ces trois-là, on a de grandes chances quand même d'avoir des troubles musculo-squelettiques, hein. Ouais, combo gagnant. Et si Mm. en plus à ça, tu rajoutes, même pour les gens qui s'entraînent, le fait que, eh ben, ils vont s'entraîner sur des amplitudes réduites, qui vont pas faire d'étirement, qui vont pas faire de mobilité, qui vont potentiellement mal s'hydrater, Mm. ben, en fait, tu augmentes encore plus ton pourcentage d'avoir des soucis derrière. Alors que, en fait, tu penses faire bien parce que tu penses faire du sport. Maintenant, tous les sports sont pas équivalents et pour pallier à certains phénomènes, il faut avoir une approche qui soit orientée vers la prévention de certains facteurs de risque selon ton métier, selon ce que tu fais dans la vie quotidienne, hein. Quelqu'un qui est assis toute la journée en voiture ou qui est debout toute la journée, qui va avoir une flexion de hanche qui va être très réduite sur 90-95% du temps, eh ben, il va falloir faire une approche différente de quelqu'un qui potentiellement va lui, au contraire, être accroupi toute la journée, tu vois. Non, effectivement, il faut adapter un maximum aux personnes. Et comme tu disais, il y a aussi toute la partie nutrition, hydratation qui rentre aussi en compte, hein. Tout ce que vous rentrez dans votre corps pour le réparer est important également.
Si vous manquez de choses, ben, vous pouvez vous retrouver avec des carences et un retard de récupération. Je tiens aussi à préciser tout ce qui est complément alimentaire, collagène, je pense aussi qu'il y a une grosse mode, qui est encore en grosse mode et c'est utile. Franchement, on peut avoir des bons effets, hein. Mais concentrez-vous d'abord sur bien dormir, bouger et manger varié et complet avant d'aller rajouter les 5-10 qui manquent pour être en top santé et avoir de l'énergie à fond. Si vous ne faites pas le 80 à 90 du travail et que vous êtes là à acheter des pots à 50 € pour pouvoir combler juste 10 il y aura qu'un effet beaucoup trop faible. Ouais, je suis d'accord, hein. Moi, je pars toujours du principe, de la relation du 80-20. Je dis toujours Mmh. aux gens, bah, tu essaies de manger, sain, équilibré 80 du temps et les 20 restants, bah, toi, tu fais un peu ce que tu veux, tu te fais plaisir. Parce qu'en Oui, vrai, 20 ça change pas grand-chose non, pour quelqu'un de lambda, sauf si tu fais de la compétition, du machin, du bidule, mais on n'est pas dans ce cadre-là, tu vois? Donc la règle du 80-20 et ensuite, si tu as vraiment ces 80 qui sont méga bien, après, on peut commencer à voir, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter s'il y a des carences et alors déjà, normalement, si tu fais 80 bien, bah, tu as pas de carence, hein, mmh, ou très peu parce que, aujourd'hui, les aliments sont moins nutritifs qu'il y a 50 ans, par exemple. Mais normalement, tu as très peu de soucis de carence, donc tu as pas besoin d'une grosse complémentation et souvent, je fais comme le parallèle avec, ceux qui me disaient: «Ouais, je veux avoir des gros pecs, quel exercice je peux faire pour le bas des pecs?» Bah, déjà, fais des pecs, après on verra pour le bas des pecs. Mais c'est la même chose en fait. C'est déjà, mange 80 du temps très bien, en termes d'équilibre alimentaire, et ensuite on verra ce qu'on fait. Donc les compléments, ouais, c'est bien, mais faut pas abuser. Il faut bien se renseigner avant, si on en achète, pour avoir de la qualité quand même et quelque chose qui nous serve et pas, on va jeter l'argent par la fenêtre, quoi. ouais, c'est ça, hein. Ça revient en plus, assez cher, souvent sur, plusieurs compléments, et les marques, raffolent, hein, pas besoin de bouger, pas besoin de faire rien, prenez ça, vous allez voir, on est bien. Bah, bien sûr, on a un raccourci où on fournit moins d'efforts et on se dit: «Bah, je vais avoir le même résultat». C'est alléchant, hein. Ouais, c'est sûr, après c'est la magie du marketing, hein. Ah oui, C'est la magie du marketing, mais en fait, c'est de la pure logique. Admettons, je prends des complémentaires pour les articulations, parce que j'ai des articulations, raides, qui tirent un peu, mais je bouge pas, bah, ça me fera rien. mmh, Parce que dans tous les cas, mon articulation, elle bouge pas. Donc en fait, je vais pas améliorer sa santé juste parce que je prends des compléments alimentaires. Il faut d'abord que mon articulation, elle bouge et une fois que j'ai retrouvé une bonne mobilité, une bonne résistance, souplesse, force dans tous les muscles autour de cette articulation. Si j'ai encore des soucis, OK, je vais pouvoir commencer à m'orienter vers la complémentation, bien conseillée. ouais, effectivement. Voilà, si on fait une petite parenthèse sur la nutrition, mais on pourra en parler pendant 1 heure J'adore, aussi. j'adore. OK, cool. Est-ce que, on a fait le tour, je pense, Pierrot? Ouais, on a pas mal, parlé de, bah, de tout ça, hein, la récupération, bouger un maximum. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être accompagné. La motivation, c'est pas évident à avoir. On sait qu'on peut gagner, de mémoire, hein, il me semble que c'était 20 de performance juste parce qu'on fait du sport avec quelqu'un, et encore plus si c'est un coach qui vient nous pousser parce qu'on a, cette motivation aussi de la vision, l'ego qui va rentrer en compte, et on veut, montrer qu'on est capable, au coach. Le coach, lui, va nous défier un petit peu plus, et donc on a vraiment une augmentation énorme. Donc là, on parle juste de performance sur quelqu'un qui est déjà, assez sérieux, mais en plus, en étant accompagné, bah, on a aussi une qualité, heu, de mouvement, une qualité d'exercice, une qualité, de programmation qui peut être, vraiment très intéressante et décupler, vos progrès. Donc n'hésitez pas, c'est votre corps, votre santé. Heu, on va mettre facilement de l'argent, sur des choses, qui éphémères, mais le corps, le problème, c'est qu'on commence, en tout cas, en France. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup dans la prévention, hein. Je pense au Canada, où en fait on voit,
beaucoup d'articles sur la prévention chez eux. Nous, on commence à guérir, on commence à agir trop tard. Au lieu de prévenir et se retrouver du coup à être bien et pas subir ce moment de chute, ce moment où on n'a pas le choix de continuer à travailler alors qu'on est plein de douleurs et on a du mal à se soigner parce que on est rentré dans un cercle vicieux de très peu de repos, du stress, de la fatigue et on n'arrive pas à couper ce cercle vicieux. Et c'est dur à en sortir, hein. Il y a j'ai des patients qui vraiment galèrent, qui ont beau mettre des arrêts maladie et essayer de sortir. Ils sont allés tellement loin, épuisés tellement loin dans leurs ressources, qu'il leur faut un temps beaucoup plus élevé pour réparer aussi la partie stress, facteurs psychologiques, biopsychosocial, cette partie, le corps lié à l'esprit, la fatigue et la charge mentale interne, tout ce stress. Pour pouvoir l'évacuer, avoir une bonne récupération, ils mettent du temps. Donc, prenez-vous-y en avance quand même, hein. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on vit dans une société qui traite les symptômes et qui traite pas la cause en fait du problème. Donc, c'est-à-dire que tu as mal là, ok, je vais te donner quelque chose ou je vais te faire faire quelque chose qui fait que tu n'auras plus mal là. Mais ça ne veut pas dire que la cause, elle est là. Elle est peut-être ailleurs. Donc ça, c'est important de traiter la cause et pas que le symptôme. Et l'hygiène de vie, méga important. C'est vrai qu'en France, on a une mentalité différente des mentalités anglo-saxonnes. Et on a du coup un rythme de vie qui est différent parce qu'on prend quand même moins soin de nous, moins soin de notre corps, de notre hygiène de vie, de notre mental. Donc c'est méga important. Et souvent, il n'y a pas besoin de faire de gros changements, hein. Souvent Bien sûr. des petits changements au quotidien vont avoir une grande faculté d'amélioration Mmh. sur le reste. Donc ouais, faut pas hésiter à se renseigner, à se faire accompagner pour avoir vraiment les bonnes pistes et du coup gagner du temps sur la progression, quoi. Yes, merci Pierrot. Je pense que Avec bon, c'est bon là, hein. avec grand plaisir. Et on reviendra prochainement pour un nouveau podcast vidéo, podcast avec un autre sujet. Je sais pas encore, on verra ce qu'on fait. N'oubliez pas que en description de la vidéo, vous avez le lien vers l'Instagram où vous avez plein de vidéos, plein d'astuces pour commencer à changer, à améliorer votre quotidien. Et vous avez aussi le lien vers le calendrier si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un bilan gratuit de 15 minutes environ. On va voir ensemble vos objectifs, vos points de blocage et quel plan on pourrait mettre en place pour pouvoir améliorer les choses et vous faire aller vers votre objectif le plus rapidement possible en toute sécurité. Voilà, merci Pierre. Merci Merci à toi, à tous ravi ceux d'être là. à tous ceux qui sont restés jusque-là. Si vous êtes restés jusqu'au bout, les gars, c'est chapeau parce que, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on perd beaucoup de gens au bout de 5 minutes Et en plus, on est parti ou un moins peu dans d'ailleurs. tous les sens, on a abordé plein de Ouais, sujets. ouais. Donc bon, bravo et à bientôt.